Max dit qu'il va pas s'éterniser non plus en Formule 1. Il a autre chose à faire de sa vie. Ah. Parfois les gens restent ici pour gagner plus, mais au final, c'est pas l'objectif principal. C'est important d'être ici pour la soif de gagner. Certains sont ici simplement pour tirer le meilleur de leur voiture, car ils n'ont pas de voiture gagnante à leur disposition. Ah, ça c'est Alonso du coup. Petit tacle à Alonso. Mais c'est pourquoi je me dis, tant que je peux le faire et travailler avec les gens avec qui j'aime travailler, alors oui, je continuerai à piloter. Je ne sais pas quand ça s'arrêtera. Est-ce que ça sera à 32 ans? Est-ce que ça sera à 35, 36? Je sais pas, c'est impossible de savoir. Maintenant, il est devenu père, hein. Le monde ne tourne plus uniquement autour des podiums, des victoires, des titres mondiaux où la famille joue un rôle essentiel. Je passe toutes mes vacances avec eux, mais les moments passés ensemble les week-ends, à se détendre sur le canapé, à se détendre ensemble lors d'une journée de détente ou juste après une journée de travail normale, me manquent vraiment. Ce genre de moment est impossible dans ma vie. J'espère pouvoir un jour retrouver ce genre de vie. Alors, c'est possible pendant l'intersaison, du coup. Entre décembre et, on va dire, février, quoi. Mais c'est vrai que vu que les saisons sont de plus en plus s'étalent sur... En plus, en 2026, ça va être encore pire, parce que ça commence dès janvier, avec les tests de pré-saison, qui seront privés, on le rappelle. Après, en février, ça enchaîne encore. Et c'est vrai que, bon, ça s'étale sur l'année, quand même. La saison de F1, on peut comprendre que ça lui manque. Maintenant, bah écoute, hein, Max, libre à toi de partir, hein. Ma foi... Peut-être d'ailleurs pour ça que Toto Wolff au final n'est plus très chaud pour le signer, parce que s'il se barre au bout de 2 ans, le mec, bah super quoi. Super investissement quoi. À voir ce qu'il va décider de faire. À noter qu'il a 27 ans, donc s'il part à 32, encore 5 ans de max. Oh, oh c'est long hein. Part avant Max. Part à 29-30, allez. Allez, allez Max. Part à fait le tour à 29-30, non? Jacques Villeneuve évoque Norris et Piastri. Alors il pense tout simplement que Norris est plus rapide que Piastri. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors oui, l'année dernière, c'était peut-être le cas encore. Piastri était un poil derrière, surtout en course, derrière Norris. En rythme de course, clairement, Norris était souvent supérieur. Maintenant, je suis désolé, cette année, c'est pas le cas. C'est plus le cas. Je suis fasciné par la différence entre ces deux pilotes. Je pense qu'ils sont tous les deux capables de remporter le titre, et personne ne peut prédire pour l'instant où ils finiront. Je pense que Norris est plus rapide, mais il doit être prudent. Il est tellement autocritique et il en arrive parfois à s'auto-détruire. Piastri semblait très fort mentalement en première partie de saison, mais en Angleterre, nous avons découvert une autre facette d'Oscar, avec sa colère après une pénalité. Quand on se bat pour le championnat, l'approche change. Lando menait le championnat, puis il a perdu la première place face à Piastri, et maintenant il se bat pour revenir dans le coup. Nous n'avons pas encore vu toutes les facettes d'Oscar, et je suis curieux de voir s'il va progresser dans certaines situations ou s'il va devenir nerveux. Bah, moi je suis curieux de voir aussi. Après, c'est possible qu'il fasse des erreurs, hein. Piastri, c'est pas un robot non plus. Tout le monde fait des erreurs, même Max Verstappen, quoi qu'en disent certains, omnibilés par ce pilote. Mais bon, voilà. Ma foi, moi j'ai jamais caché mon soutien envers Piastri. Je veux que ce soit lui qui gagne le championnat et pas Norris, parce que je préfère l'Australien carrément. Mais bon, on verra, on verra, hein. Peut-être que Norris va se renforcer mentalement aussi et qu'il méritera le titre au final. À voir comment ça va évoluer. Montoya comme nomme un candidat surprenant si Verstappen finit par quitter Red Bull. Alors du coup, George Russell, si Max part, qu'il ne laisse pas partir George, Red Bull signera probablement Sainz et mettra Kimi chez Williams. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt? Eh bien parce qu'il y avait une chance qu'ils ne le fassent pas avant. C'est l'opinion de Juan Pablo. Ils avaient la possibilité de faire venir Carlos. Max ne voulait pas de Carlos comme équipier. Donc c'est compliqué, c'est la seule chose. Je ne pense pas que Max ait son mot à dire, ou le choix de qui le rejoindra chez Mercedes. C'est la seule chose que je ne crois pas que Red Bull pourrait réaliser. Alors moi, je pense un peu pareil que lui. Russell, je le vois pas chez Red Bull. Je sais pas si ça matche pas en fait. Je le vois pas chez Red Bull. Maintenant, on sait jamais, mais d'un côté, où est-ce qu'il pourrait aller ailleurs, Russell, comme team correct, entre guillemets, même si l'année prochaine, bon, Red Bull, je suis pas sûr que ce soit une team correcte, mais bon, voilà. C'est compliqué là, hein. Après, c'est chez Red Bull, ouais. Il a déjà été dans le groupe Red Bull, je le verrais bien revenir dans le groupe Red Bull, ouais. C'est pas impossible, hein. Donc à voir. On en saura plus très bientôt, je pense. Montoya tacle Daniel Ricciardo. Alors, analyse de Juan Pablo, toujours intéressant d'avoir son avis. Pour le Colombien, l'étrange blessure au poignet que Daniel a subi lors des essais à Zandvoort a été le tournant de sa fin de carrière. Pensez-y, un moment de stupidité de cette ampleur a défini la carrière de Ricardo et a ouvert la porte à Lawson. Si Ricardo ne s'était pas cassé la main, Lawson n'aurait pas sauté dans la voiture. Ça s'est très bien passé pour lui, c'est pourquoi ils lui ont donné le siège.
Après la blessure, Ricciardo était temporairement remplacé par Liam Lawson, qui a immédiatement démontré un grand talent au volant de la Red Bull. Racing Bull, du coup, en marquant plusieurs arrivées dans les points. Le Néo-Zélandais a quand même réussi à se qualifier devant Verstappen à Singapour en sortant de la Q3. Ça, c'est vrai que c'était particulier, quoi. Ricciardo a fait un coup d'éclat au Mexique, mais sinon, bof. Après, ouais, effectivement, sa blessure à la main a achevé sa fin de carrière, quoi. Bon, maintenant, il ne reviendra plus, hein. Je pense que c'est fini pour lui, hein. Il a fait son temps, Daniel. Il vit sa vie en Australie maintenant, et puis voilà, quoi. Il a bien raison de profiter maintenant, avec tous les sous qu'il a gagnés. Bollywood, donc le cinéma indien, va faire un biopic sur Kartikeyan. Non, vous n'êtes pas sérieux là. L'histoire de Kartikeyan est un succès à Bollywood. Même les géants du cinéma indien se lancent à corps perdu dans la popularité de la F1. Ils veulent retracer, pour ainsi dire, la gloire de Naren Kartikeyan. Premier pilote indien à prendre officiellement la piste lors d'un Grand Prix. Une histoire qui ne nous paraîtra peut-être pas particulièrement mémorable, mais qui semble avoir captivé le réalisateur, scénariste et producteur indien Mahesh Narayanan, l'une des figures emblématiques du cinéma bollywoodien. Le magazine de référence Variety a rapporté la nouvelle, reprenant également les propos de Naren lui-même. Le parcours de Kartikeyan ne se résume pas à la course. Il s'agit de foi en soi, en son pays, un rêve que personne d'autre ne pouvait imaginer. C'est ce qui m'a conduit à cette histoire. Waouh! Pour l'instant, on sait que le film produit par Blue Marble Films sera tourné en tamoul, langue principalement parlée dans le sud de l'Inde, au Sri Lanka et à Singapour. On ignore encore le casting, qui sera probablement composé de nombreux acteurs célèbres de Bollywood. N470 se concentrera non seulement sur la Formule 1, mais aussi sur le parcours qui a permis à Kartikeyan de défier les conventions et la méfiance suscitée par un pilote originaire d'un pays comme l'Inde, où les routes comptent parmi les plus dangereuses et accidentées au monde. L'émission se concentrera sur ses débuts de carrière, encouragé par son père, ancien champion du monde de rallye, et ses premières victoires en Formule Asie. Elle se concentrera également sur son grave accident à Macao 2000. Après avoir établi un record de la piste en qualif, il a percuté les barrières au 6ème tour, alors qu'il menait avec plus de 4 secondes d'avance. Excusez du peu. Un accident qui n'empêchera cependant pas, quelques années plus tard, d'accélérer la F1 grâce notamment au soutien de plusieurs sponsors. Oui, grâce surtout à ça, je pense. Les géants Tata en tête, qui souhaitaient ardemment les débuts du premier pilote indien en Formule 1. Une carrière qui ne sera pas particulièrement fructueuse, avec 46 départs et 5 points marqués grâce à une sensationnelle 4ème place à Indianapolis, 2005 évidemment, sur 6 voitures, on le répète hein, quand même, hein. 4 sur 6, hein, vu que tous les pneus Michelin se sont retirés. Quelle énorme blague. Le sport automobile m'a tout donné. Ce film fera connaître mon histoire au monde. Mais c'est un sketch, c'est pas possible. Ensuite, il est revenu en F1 pour 1 an et demi, pilotant pour HRT, pendant la moitié de la saison 2011, où il fut remplacé par Ricciardo, et pendant tout le championnat 2012, sans jamais marquer de points. Difficile de prédire si ce film, sur le premier pilote indien en F1, touchera un public occidental, sauf peut-être grâce à quelques services de streaming, et quelques traductions chanceuses. Alors honnêtement, je serais curieux de voir quand même ce que ça donne. Je vous le diffuserai bien s'il sort en français un jour, ce film, sur Twitch. Franchement, ouais, je suis curieux de voir. Ça va être nul, hein, je pense, mais... C'est pas le seul pilote indien de l'histoire de la Formule 1, puisque Karun Chandhok avait fait ses débuts en 2010. Peut-être un jour un film sur lui également. Ouais, tant qu'on y est, allez. 2 pour le prix d'un. Non, mais c'est lunaire, c'est lunaire. Eh ben, mon vieux, avec ça, on va aller loin. Est-ce que vous êtes hypé par cette annonce de film? Ça s'annonce épique, non?